Bonjour, j'ai le très grand plaisir de vous présenter aujourd'hui un texte de la poète québécoise Denise Desautels. L'œuvre de Denise Desautels est très marquée par le deuil. On pourrait même dire que c'est un de ses sujets principaux qu'elle travaille et qu'elle retravaille sous différentes formes, en poésie, en récit, en forme d'abécédaire. D'ailleurs souvent accompagnée d'œuvres artistiques ou photographiques. Le thème du texte que nous avons choisi de vous offrir en quelque sorte en cadeau pour cette journée internationale de la montagne 2020, le thème de ce texte est donc le Mont-Royal. Et il s'appelle Sculpture. Il figure dans un recueil intitulé Le désir toujours, un abécédaire et a été publié en 2005. Denise Desautels y décrit, jauge, on pourrait même dire caresse, le Mont-Royal, parcourt le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, tout en chantant ses blessures à elle, les blessures de la fille, de l'enfant qui a survécu à ses parents. C'est peut-être aussi le moment de dire 2-3 mots sur le Mont-Royal. Tous ceux qui sont passés par Montréal se souviennent certainement de la croix illuminée qui trône sur le sommet du Mont-Royal et qui renvoie au passé catholique de la province. Dans l'histoire de la ville, le Mont-Royal marque aussi une certaine frontière, la frontière entre l'Ouest et l'Est, entre la population anglophone, très souvent bourgeoise et plutôt riche, dont le quartier emblématique est Westmount, qui se trouve, comme l'indique déjà le nom, dans l'ouest de la ville, et la population francophone qui est associée à l'Est. L'Est de la ville de Montréal était pendant très longtemps le quartier de la classe ouvrière francophone qui a beaucoup souffert jusqu'à la Révolution tranquille des années 60, à la fois de l'autorité de l'Église catholique et de la puissance matérielle et par conséquent culturelle des anglophones. Les francophones se sentaient colonisés et cette séparation symbolique, Denise Desautels en parle aussi dans son texte. Elle y parle d'elle-même comme d'une fille de l'Est, comme d'une fille du plateau, c'est-à-dire comme d'une fille du quartier populaire francophone du Québec. Mais la montagne n'est pas uniquement cette ligne de partage. En fait, elle est aussi le lieu même où, à la fin de la vie d'un chacun, indépendamment de ses origines, de sa langue et de sa culture, donc un lieu où tous les habitants de Montréal se retrouvent dans le magnifique cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges n'est pas un simple cimetière, c'est plutôt un parc, c'est un magnifique jardin, c'est un lieu de recueillement où le promeneur solitaire ou accompagné a la possibilité, en marchant le long de pierres tombales et de stèles, de lire l'histoire multiculturelle du Québec, notamment à partir des noms qui sont inscrits sur ces pierres tombales. Et
Il est important, il me semble, que cette histoire multiculturelle du Québec, dont il faut absolument se souvenir, a, a été fondée sur la terre des Premières Nations. Donc je passe à la lecture et je vais vous lire le texte Sculpture. C'est un texte en prose, très très poétique, un texte autobiographique, une sorte de récapitulation d'une vie, de la vie de l'auteur. Et il commence avec la description d'une redécouverte de la montagne que la narratrice, que l'auteur avait visité pour la première fois dans son enfance au moment de la mort de son père en 1950. Et elle retrouve donc le lieu de sa première blessure, pourrait-on dire, que lui a infligé justement la mort de son père, à une blessure qui, dans ce texte, est augmentée par d'autres blessures d'ordre culturel, je dirais. D'ordre culturel, des blessures qui ont à voir avec l'histoire du Québec, l'histoire toute spécifique de la population francophone du Québec. Sculpture. Lente, récente, éphémère. La montagne, été 2004. Malgré l'abondance de ses chênes bicentenaires et de ses vieux érables, malgré son saule pleureur d'un siècle et demi, ses chapelles, ses mausolées, ses temples, ses caveaux et ses cénotaphes, côté cimetière. Mêlée au soleil, aux sculptures passagères, la montagne, été 2004. Plus fragile qu'il y a 40 ans, sans pierre, ni béton, ni marbre massif, sans certitude, ni espoir d'éternité. Le cou des arbres, leurs ailes, leurs nids, leurs ventres, leurs voix, leurs phrases vives, qui s'ouvrent, qui volent, rouge vent. Comme s'il s'agissait cette fois de porter secours à l'univers, de résister, d'être vigilant. Plus vulnérable, mais plus athlétique aussi, la montagne. Moins étrangère, moins britannique qu'en d'autres temps, à mes yeux tout au moins. Le printemps a été rude, redoutable, la planète entière remplie de fantômes posés sur des socles, offerts à tous les regards. Nous aimerons-nous encore? Nous aimerons-nous éternellement? La montagne, sa lumière et la fulgurance de ses objets précieux, parmi les vrais écureuils gris, les tamias rayés et les marmottes. D'un siècle à l'autre, la musique l'adoucit, comme si le Mont-Royal apprenait à survivre. Son trop de barbarie, malgré ses pentes abruptes, arrogantes par endroits, ses crimes, ses accidents, ses aveuglements, ses 100 000 monuments funéraires et son million de défunts, au nombre desquels mon père et l'autre, l'enfant, le premier j'ai entré dans ma vie, la petite mort de ce fauve le bonheur, enfui, éparpillé, répandu partout, divisé par 4, les morts, cadavres et cendres, sous la luxuriance des vers et l'agilité des mésanges à tête noire, été 2004. Notre-Dame-des-Neiges, à lui seul, 150 hectares de disparus et de végétation monochrome, qui vont du jade au cobalt, qui glissent chaque septembre vers des ocres, des roses, des orangers, qui vont s'aggravant, jaune feu en octobre, puis se trouant,
s'émiettant, grêge et grisaille. Jusqu'en novembre parfois, jusqu'à leur plein effacement, la mort au bout. Toujours d'actualité, été 2004, sur la montagne comme ailleurs, les mots, les faits et les visions de la souffrance. Comme les guerres, le son du glas nous exténue au quotidien, nous écarte en quelque sorte de la grandeur, de n'importe quelle espérance. Notre-Dame-des-Neiges, la petite fille de l'Est monte, monte, passe à l'Ouest, son premier cimetière, mai 1950. On l'y amène, de gré ou de force, entre les marronniers nus. S'en va pleurer son père et du même coup voir pleurer sa mère. Nulle pensée en elle, nulle curiosité, ne voit que cela, les larmes de sa mère, ne remarque pas les sculptures de bronze, anges, vierges, enfants et visages divers, d'Émile Brunet ou de Louis-Philippe Hébert, ni entre autres l'ange à l'aile brisée d'Alfred La Liberté, ni le vers gravé sous le buste de Louis Fréchette. La mort, la grande inévitable. En fait, ne connaît rien à l'art, au bronze, à l'usage le plus souvent utopique, lié au désir toujours, au besoin insatiable de consolation qu'on peut en faire. Pleure beaucoup, par mimétisme, mais ne pense pas, ne sait rien encore du pouvoir métamorphosant de certains actes, de certaines intuitions, n'en est qu'à sa première blessure, dans l'inédit de la perte, encore loin de la cicatrice. La panique, l'effroi, l'état d'urgence viendront beaucoup plus tard, devant l'impartiale exigence du vide et devant le chaos, en même temps que le cri. Va de l'autre côté du monde, les pupilles closes, une première fois, puis, par habitude, en pays étrangers, chaque automne à la fête des morts. La petite fille grandit, passe et repasse la frontière au quotidien, continuellement mal à l'aise, ne parle pas bien la langue maternelle, ni l'autre d'ailleurs, n'arrive pas à trouver le ton ni l'accent qui vont de soi. Des années durant, ma jeune fille va à l'université, dit sa mère, va chercher à l'ouest comme si l'avenir s'y était réfugié, ce qui lui manque. Pensée, langue et liberté. Lui manquera toujours, même devenue grande, une centaine de décalages horaires plus tard, toujours fille de l'Est, marquée, fille du plateau, le sait, le sent. Voyez la faille, le fond, l'écho béant entre deux gestes appris, polis, ça lui sort de partout. Et la rue Mont-Royal n'a rien à voir avec le mont qui a poussé à l'une de ses extrémités. Sainte-Carmen de la Main, la vraie, n'a rien de fictif ni de virtuel. Ne saura jamais être autre ni autrement, malgré l'ampleur de son opiniâtreté. Plus habile avec les traces, même lourdes, que les morts laissent derrière eux, à l'est toujours, qu'avec le lieu de leur sépulture, plus à l'aise avec les strates de mémoire et l'archéologie. Sans doute est son habileté quasi maniaque à fouiller l'empreinte laissée, à l'extrême gauche de son cœur, par un excès de morts intimes, une dizaine en 10 ans, et à s'y perdre, qui la pousse vers les mots. Ceux des autres d'abord, ceux de plus en plus raffinés ou pervers qui jaillissent des gaucheries et des complots humains, petits ou grands.
Plutôt que la pierre, le béton et le marbre massif, elle choisit les livres. La blessure des autres, qui l'éloigne de la sienne, la garde muette, été 1964. N'ira pas à la montagne, ne verra pas les Burman, Cardona, Cosso, Sklavos, Vaillancourt, Vitebski, la seule œuvre de femme achetée plus tard, et les autres que longtemps après. Regrettera de n'avoir eu accès à la sculpture métal et cuivre de Roussy, la plus audacieuse, la plus lumineuse, lui semble-t-il, que par les images de Jacques Giraldo et la musique de Pierre Mercure. En différent donc, en différé donc. Cette œuvre dangereusement aérienne dans la forme des choses. Je vais à la montagne, été 2004. N'y suis jamais autant allé, n'y ai jamais autant marché. Chemin Olmsted, chemin Remembrance. Comme s'il ne s'agissait immanquablement que de ça, d'une certitude, Remembrance. L'air de famille, peu importe le lieu, la langue. Quand le soleil tombe sur la montagne, apparition, disparition, mémoire. À la manière de Daniel Olson ou de Yoadio, ou encore à la manière de Vera, cette femme qui attendait dans le roman d'Andrei Makin. Marcher et me perdre dans les sous-bois et les marais urbains de la montagne, parfois les mains pleines de rubans de mélancolie, insouciantes ou graves, parfois les pupilles hautes réclamant des vérités austères ou grinçantes, mais aussi du cantique, du cri, de la musique d'oiseaux, un peu de ce qui fait penser, de ce qui fait rêver, de ce qui séduit ou dérange. Énigme solitaire au creux de l'arbre, violoncelle et cerf-volant, ample méditation, mots vifs et phrases lapidaires, inoubliables à l'imparfait comme au futur, pierre et paradoxe, long siècle d'histoire, terre blessée, enfant flou, mère trouble, mères aimantes, inquiète et inquiétante, mère, inépuisable mère, petit monstre masqué qu'on fuit, qui nous attire, qui nous nargue, qui hurlerait s'il le pouvait. Lieu rare, dissident, profane ou sacré, écriture et passion. Merci.